Mathieu, c'est le prénom qu'aurait dû porter notre invité s'il était né dans un corps de garçon. Cependant, il est né avec un sexe biologique de fille. Les années passant, il s'est rendu compte que ce qu'il était au fond de lui n'était pas ce que son corps lui imposait d'être. Il préférait les jeux culturellement pratiqués par les garçons, il préférait qu'on le genre au masculin, et qu'on utilise un pendant masculin de son prénom de naissance. Reçu avec bienveillance par ses amis et sa famille, la discordance entre son sexe et son genre assigné à la naissance l'a malgré tout fait souffrir pendant de nombreuses années, avant de trouver un chemin vers le mieux-être. À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'avoir une estimation fiable du nombre de personnes concernées par la transidentité, notamment en raison de représentations sociétales ancrées, qui ne favorisent ni la reconnaissance, ni l'accompagnement vers l'accomplissement de soi. Je reçois aujourd'hui Charlie, un jeune homme qui a souhaité s'exprimer sur le vécu de sa transidentité et sur le parcours qu'il a suivi pour enfin se sentir bien dans sa tête et bien dans son corps. Après notre entretien, il nous a confié que, malgré les difficultés qu'il a dû traverser, il est aujourd'hui heureux. Heureux de simplement pouvoir être lui. Cet épisode évoque la dépression et le suicide. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. En cas d'urgence, faites le 15 ou le 3114. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Charlie. Bonjour, Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de la transidentité. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire à quel moment dans ta vie tu t'es rendu compte qu'il y avait une discordance entre ton sexe biologique et ton genre? Je pense que moi, de ce que je me souviens, c'était les 10 ans, mais ma mère m'a parlé de 9 ans. En tout cas, à 10 ans, je me demandais pourquoi j'étais pas un garçon, mais c'était pas inquiétant plus que ça. J'étais garçon manqué, donc ma mère m'a dit après coup, après avoir fait ma transition, qu'à 9 ans, j'étais venu lui demander pourquoi j'étais pas né comme un garçon, puisque pendant la grossesse de ma mère, du coup, j'aurais dû être un garçon. Le gynécologue avait dit que j'étais un garçon, donc je savais familialement que j'aurais dû m'appeler, je connaissais mon prénom, et cetera. Et juste, j'étais plus attiré par tout ce qui était pour garçon, alors que c'était pas prévu pour moi, on va dire. Plein de choses comme ça, quand je me regardais dans le miroir ou quand il fallait m'habiller ou quand il fallait que je m'identifie à des personnages, à la télé, c'était forcément, pas le sexe auquel j'étais assigné de base. Et donc quand tu avais 9-10 ans, tu nous as déjà donné quelques éléments, mais ça s'est manifesté comment finalement, si on doit être un peu exhaustif? Je savais pas trop si j'étais pas et une fille et un garçon parce qu'en fait, du coup, quand je passais ma journée et tout ça, je pensais en tant que garçon, je m'imaginais faire les mêmes choses en tant que garçon. C'était des choses débiles, mais quand je jouais au foot et cetera, j'aimais pas mon prénom déjà. Le soir, quand je me couchais, j'imaginais ma journée avec les mêmes décisions, mais si j'avais été Mathieu, du coup, le prénom que j'aurais dû avoir. Après, j'aimais pas les habits qu'on m'achetait. En général, je pleurais. C'est comme ça que je réagissais. Après, je sais que, par exemple, j'avais un petit frère qui, du coup, avait les jouets que forcément je voulais. Plus tard, dans le début d'adolescence, quand je voyais des couples, j'aurais voulu être à la place du garçon, mais pas pour être avec la fille, juste pour être le garçon. Donc plein de petits détails comme ça, qui me faisaient penser je pensais pas de suite que j'étais dans le mauvais corps, juste je voulais être un garçon. Je sais ce que j'expliquais quand j'avais 9-10 ans, je voulais juste je ressentais que j'étais un garçon, alors que je ne l'étais pas, j'en étais bien conscient et ma mère me le répétait: «Tu es une fille et c'est pas grave, c'est très bien, on est très content» et je lui disais: «Ouais, mais c'est pas ce que je ressens, c'est pas comme ça que je le ressens au fond de moi, même si je vois». Et avant 9-10 ans, ça se passait comment? Moi, je me souviens de rien, mais je sais que mes parents ont juste très vite noté que, bah, j'étais garçon manqué, que je voulais pas mettre de jupe, pas mettre de robe. Ce qui signifie pas que tous les enfants, qui veulent pas mettre de jupe, sont forcément trans, mais mes parents remarquaient que, voilà, au niveau des jouets, j'étais plutôt, Action Man et pas Barbie et tout ça, donc ils se posaient pas plus de questions que ça. Ils voyaient juste que, bah, j'avais que des amis garçons, que j'étais tout le temps, en train de jouer au foot et tout ça et mes parents se posaient pas la question, pour eux déjà, comme ils devaient avoir un garçon, que finalement c'était une fille, ils étaient très contents et ils pensaient que tout allait bien et tout allait bien en soi.
Et aussi, pendant mon enfance, je me suis rendu compte, pendant les jeux de rôle à l'école ou peu importe, quand on avait 9 ans, on jouait tous au papa, maman. Je voulais toujours être papa, toujours être masculin. J'ai, demandé, alors je m'en souviens pas très bien, c'est plus les gens qui me l'ont rappelé, à ce qu'on m'appelle Charles au lieu de mon prénom initial. Je demandais toujours à être genré au masculin pour le jeu, parce que ça me faisait du bien, ça me faisait me sentir plus moi et je savais pas que c'était la transidentité, tout ça, juste, je me sentais mieux quand on me disait «il» et quand on faisait comme si j'étais un garçon. Donc pour moi, ça restait du jeu et ça m'apaisait, on va dire, dans mon mal-être, comme pour, les jeux comme les Sims ou quoi, je me faisais un Sims masculin et j'avais l'impression que ça apaisait un petit peu ce que je ressentais au fond de moi. J'avais l'impression que ça compensait, on va dire. Et tu ressentais quoi justement à ce moment-là? Quand je jouais, j'avais l'impression d'être entièrement moi. J'avais plus l'impression, de jouer un rôle. J'avais juste l'impression que c'était normal et quand le jeu s'arrêtait, je comprenais pas, en fait. Je me demandais juste pourquoi je ressentais ça parce que physiquement, je voyais ce qui se passait, mais au fond de moi, j'étais juste un garçon et coincé, en fait, dans le corps de quelqu'un d'autre et je me disais: «C'est pas très grave, tu prends sur toi, ça va finir par passer». J'ai eu un très bon entourage qui a été très compréhensif. Mes amis de l'école ne m'ont jamais posé de questions, mais du coup, je me sentais moi que quand les gens acceptaient de m'appeler Charles. Donc du coup, quand les gens ne le faisaient pas, je savais que c'était moi, mais c'était pas possible pour moi. J'arrivais pas à accepter ce corps auquel, pour moi, j'étais étranger en tout cas. Je me souviens que ça me faisait de la peine au tout début, parce que du coup, j'avais l'impression qu'on le faisait exprès alors que c'était juste normal. C'était mes parents, mes amis, c'était juste normal. Mais j'avais l'impression qu'on le faisait exprès, qu'on ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Donc je me souviens que de mes 10 à 12 ans, je pense, à chaque fois que ça se passait, soit j'étais très triste et du coup je me renfermais, soit je pleurais et ma mère me disait: «Arrête de pleurer». Et je le vivais très mal au début. J'avais vraiment l'impression que personne ne me comprenait, que personne ne me voyait comme ce que j'étais vraiment. Et après, j'ai compris qu'en fait, quand je regardais le miroir, je le voyais, mais après un certain temps. Au début, je voyais quelque chose qui, pour moi, n'était pas moi. Puis je finis par me rendre compte que si. Et du coup, je me rendais compte que il fallait que je m'habitue au fait que les gens m'appellent par le prénom que j'ai et me genrent comme je suis physiquement. Et du coup, j'ai commencé à, dans ma tête d'enfant, à tout seul faire la conversion. Quand quelqu'un me disait elle, tout seul dans ma tête, je m'imaginais il. Le soir, quand je rentrais, je me refaisais le scénario de ma journée en imaginant il et Mathieu, du coup, le prénom que j'aurais dû avoir. Et je faisais comme ça me faisait une sorte de barrière entre la réalité et mon mal-être. Et est-ce que à ce moment-là, tu en as parlé à quelqu'un? Oui, à mon cousin qui avait 2 ans de moins que moi, donc qui était très jeune, qui n'a juste pas trop compris, qui m'a dit, «C'est OK pour t'appeler Charles pour les jeux». Ça, c'était plutôt aux enfants que j'en parlais, donc à mon cousin et à ma meilleure amie d'enfance. Peu de temps après ça, je crois 1 ou 2 ans après, j'en ai parlé à quelqu'un de plus vieux, qui était une amie d'enfance, qui avait, je sais pas, la quinzaine, je crois, et qui m'avait répondu qu'elle ne savait pas quoi faire pour m'aider et qui m'avait dit, «Attends de voir si ça passe et si ça passe pas, on improvisera, mais tu peux pas dire ça, tu peux pas penser ça et il y a pas de solution». Donc j'en ai pas parlé à des adultes, j'en ai jamais parlé à des adultes jusqu'à très, très tard, jusqu'à ma transition, en fait. Parce que je n'avais pas confiance aux adultes. Pour moi, vu que ma mère faisait, dans ma tête, exprès de ne pas comprendre, pour moi, les adultes ne comprendraient jamais, donc c'était impossible pour moi d'en parler. Donc de ce que tu nous dis, ça se passait quand même relativement bien à l'école finalement avec tes camarades? Ils posaient pas forcément de questions et avec les professeurs, est-ce qu'il y avait, c'est aussi cette relation qui était, plutôt bienveillante, comme on peut l'attendre? Pour tout ce qui est primaire et collège, je vais dire oui. Et c'est plus au lycée et en BTS que ça a été problématique. Pour tout ce qui est primaire et collège, mes amis ne m'ont jamais posé de questions, les professeurs ne m'ont jamais posé de questions. J'avais même une prof d'anglais qui, m'avait dit, «Comment tu veux que je t'appelle?» et je le note je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, à cet âge-là. En tout cas, tout le monde juste s'était pris sur le ton de la rigolade, mais personne ne m'a embêté. Je l'ai plutôt bien vécu, mis à part, mon mal-être à moi, je l'ai bien vécu par rapport à mon rapport aux gens. Ça a été après le collège que ça a été plus problématique pour moi, mis à part mes parents, du coup, qui eux,
c'était plus compliqué parce que j'avais peur de les décevoir. Donc j'ai essayé de prendre sur moi, mais plus je prenais sur moi, plus je devenais triste et détestable, donc c'était un peu plus compliqué. Et après le collège, justement, il s'est passé quoi? Après le collège, du coup, j'ai quitté mes amis qui étaient plus ou moins au courant, même s'il y avait toujours pas de mots parce que je ne savais tout simplement pas que ça existait. Et j'ai eu le lycée, la seconde, et c'est beaucoup moins bien passé. Déjà, sans parler de transition ou quoi, le fait que je ne me maquille pas, que je ne m'habille pas comme la norme, c'est très mal passé. Mes camarades de classe ont commencé gentiment à se moquer, comme le font sûrement les adolescents, mais j'ai commencé à mal le prendre puisque ça concernait quelque chose qui me touchait vraiment. Et du coup, j'ai passé une année où vraiment, je le vivais très mal parce que mes camarades ne comprenaient juste pas et c'était un petit bizutage, en bonne et due forme. Ce qui fait que, j'ai attendu que ça passe, 1 an, et au bout des 1 an, je me suis dit que vu que tout le monde se moquait de moi par rapport à ça, j'ai tout renfermé. J'ai dit: «J'en ai pas parlé à personne parce que j'avais pas envie que quelqu'un m'aide parce que je pensais pas qu'on pouvait m'aider, je pensais que ça serait pire». Comme beaucoup dans le harcèlement, donc du coup, j'en ai pas parlé. J'ai attendu que ça passe. Mes parents pensaient juste que j'avais des mauvaises notes, donc voilà. Et puis ça concordait avec la première année où j'avais une copine, donc on a pensé que c'était plus émotionnel qu'autre chose. Et c'est après cette année-là que du coup, j'ai tout enfoui, j'ai commencé à faire comme les autres faisaient, à me maquiller et à voir que ça se passait mieux du coup. Même si du coup, je me confiais plus à personne et j'avais plus trop d'amis, au moins j'étais tranquille à ce niveau-là. Tu nous dis que la relation avec tes parents était difficile. Est-ce que tu leur en avais déjà parlé de manière assez explicite ou pas? Pas du tout. La relation était difficile à cause de ça, parce que mis à part à mes 9 ans, quand j'ai convoqué ma mère dans la dans la salle de jeu pour lui dire que je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas un garçon, elle m'a répondu: «Mais c'est pas grave, t'es une fille et c'est bien, on t'aime comme ça», et je suis parti de la salle en lui disant que j'aurais quand même préféré être un garçon. Après ça, j'en ai plus jamais parlé. Pour moi, c'était dit et c'était fait. Ma mère l'a pas du tout pris au sérieux parce que j'avais 9 ans, et après ça, du coup, ça a été le fossé parce que j'ai considéré qu'ils étaient au courant, eux ne comprenaient pas. Ma mère voulait absolument que je rentre dans les codes, justement pour pas me faire embêter. Pour moi, c'était comme s'ils faisaient exprès de me faire souffrir, alors que c'est pas le cas, mais à l'époque, je le vivais comme ça et ça a créé un fossé entre nous où je me sentais pas compris, eux ne savaient pas quoi faire et ça a été très compliqué pendant très longtemps. Jusqu'à la transition, ça a été vraiment compliqué. À quel moment tu as eu un déclic pour demander de l'aide face à ton mal-être? Très tard, donc je pense que c'était à mes 18 ans. De mes 16 à mes 17 ans, j'étais suicidaire parce que du coup, pour moi, il n'y avait pas de solution mis à part attendre que ça passe. Je le disais souvent quand j'étais petit que dans tous les cas, je serais jamais bien dans ce corps et que j'avais juste qu'à attendre le moment où ça serait insoutenable et que j'en finirais tout simplement. C'est pas très gai, mais c'est ce que je pensais en tout cas à l'époque. Je me disais, dans tous les cas, si j'en parle, je vais rendre malheureux tout le monde et moi, je serai jamais heureux de toute façon. Donc autant attendre que ça me submerge, que je sois plus capable de gérer ça et en finir tout simplement. Donc pour moi, c'était juste voué à l'échec et je pensais pas qu'il y avait de solution. Et je crois que à mes 17 ans, j'ai fait ma dernière tentative de suicide. Donc du coup, je me suis posé des questions. Je me suis dit là, t'es passé pas loin. Et j'en ai parlé en premier à mon cousin et ma meilleure amie que j'en avais parlé quand j'étais petit. Je leur ai dit au début, j'ai pris 2 mois où j'ai parlé à personne et je me suis renseigné un petit peu sur internet. J'ai découvert que bon, finalement, il y avait quand même des trucs qui pouvaient être faits et après mes 2 mois de réflexion, j'ai envoyé un message à mon cousin, ma meilleure amie, en leur disant, que je pensais que c'était plus important qu'un jeu d'enfant, que ça n'allait vraiment pas et qu'il fallait que ça change parce que sinon j'allais pas rester très longtemps. Mon cousin m'a répondu que il le savait, qu'il serait toujours là et que dans tous les cas, il s'en doutait, juste, qu'il savait pas que ça existait, donc il était désolé. Et ma meilleure amie d'enfance m'a dit: «Quand tu auras quelque chose dont je suis pas au courant à me raconter, tu me rappelleras». Parce qu'on le sait tous, c'est juste que, on n'était pas forcément sensibilisés à ça, donc on savait pas comment t'aider. Mais ça restait des gens qui avaient mon âge, donc qui pouvaient pas plus m'aider que ça. Et la vraie solution que j'ai trouvée, c'est d'appeler ma cousine qui, du coup, avait une vingtaine d'années à l'époque et qui m'a dit: «Attends, je t'emmène dans une association LGBT. On va à Toulouse», parce que du coup, j'étais en Ariège.
On va à Toulouse, on va dans une association avec des gens qui sont comme toi et on va trouver des solutions. Et c'est à partir de là que je me suis fait aider. Quand tu es allé dans cette association LGBT, il s'est passé quoi ensuite? J'ai été pris en charge directement par, la personne responsable. Je sais pas si ça se passe encore comme ça, mais en tout cas à l'époque, chaque, permanence était gérée par une personne qui, à chaque nouveau, lui fait passer un entretien. Ce que j'ai fait. Du coup, comme j'avais toujours pas forcément de mots, que je savais pas vraiment où j'en étais, je venais juste d'apprendre tous ces mots transidentité, je lui ai juste raconté mon histoire, exactement comme là je l'ai raconté, que je voulais être un garçon, que je ressentais ça. Et au bout d'un quart d'heure, il m'a dit: «Mais il y a pas de problème, il y a que des solutions, en fait. Il y a plein de gens dans ton cas et tu n'es pas malade, tu mérites tout autant que les autres d'être heureux et il y a juste des solutions». Et du coup, il a commencé à me dire que en fait, il y avait, des traitements, des opérations, qu'il y avait des choses qui se faisaient, que ça existait, que ça marchait bien, que j'étais pas du tout seul. Et j'ai été rassuré parce que jusqu'à présent, j'ai passé, 10 ans de ma vie seul. Et là, on me disait qu'il y avait plein de gens comme moi. Du coup, j'ai fait la réunion avec eux, avec d'autres personnes, qui m'ont bien aiguillé et ils m'ont donné un registre de personnel médical safe, LGBT friendly et ils m'ont dit, «Va voir telle personne». Donc j'ai commencé par aller voir d'abord une psychologue pendant, quelques mois, qui m'a déjà aidé avec mon rapport avec mes parents et mon rapport avec, ma culpabilité d'être, «anormal» entre guillemets. Et ensuite qui m'a dit: «Moi, je te donnerai pas de papier ou quoi que ce soit, je ne suis pas psychiatre» et m'a renvoyé vers un psychiatre, qui lui pouvait vraiment m'aider sur le traitement et j'ai fait 1 an de psychiatre et au bout des 1 an, donc c'était un rendez-vous tous les mois espacé. Au bout des 1 an, il m'a donné le papier officiel qui disait que j'avais, une dysphorie de genre et qu'il fallait du coup, régler, cette dysphorie avec un traitement hormonal qui m'a ensuite basculé du coup chez un endocrinologue qui a commencé à me faire les injections et j'ai commencé à prendre de la testostérone, il y a 5 ans. Et pendant ces consultations chez le psychiatre, il se passait quoi? Alors au début, c'était plutôt des questions personnelles, de savoir, je pense plus pour savoir si c'était vraiment quelque chose de profond ou juste des fois un mal-être qui prend le dessus. Donc au début, il m'a posé des questions sur mon enfance, mon adolescence. Il m'a demandé, comment ça se manifestait mon mal-être, à quel moment c'était plus ou moins dur et les séances étaient plus, ouais, de l'analyse de ce que je ressentais pour voir, si c'était vraiment ça parce qu'un traitement ça se fait pas à la légère et j'ai vite eu confiance en lui. Au bout de quelques séances, il m'a déjà dit que honnêtement pour lui, ça se voyait que j'avais vraiment une dysphorie et ça se voyait que j'avais besoin d'aide, mais il m'a dit: «Le protocole est tel que je ne peux pas te donner quoi que ce soit tant que tu n'as pas fait toutes les séances». Donc j'ai continué les séances, puis on a parlé, de tout en général. On est revenu sur mon enfance, mon adolescence, on est revenu sur mes tentatives de suicide. On a essayé de voir que le traitement n'allait pas sortir tous mes problèmes non plus et essayer de mettre le doigt sur ce qui allait pas. Pendant quelques mois, après les 3 dernières séances, c'était plus, de la discussion de comment, il fallait après que je commence le traitement et il m'a essayé un petit peu de m'alerter sur ce qui allait se passer psychologiquement avec un traitement comme ça et voilà, j'avais une très bonne relation avec lui honnêtement. Donc ces consultations, elles durent, 1 année et ensuite tu entames, ta transition? Est-ce que tu peux nous dire un peu, par quelle étape on passe, justement pour entamer ce processus? Alors déjà, on commence du coup par faire une demande d'ALD. Pour que ça soit financé, pour pas avoir à faire quoi que ce soit. Donc avec le papier du psychiatre qui atteste notre dysphorie, on va avoir notre endocrinologue qui nous fait un autre mot et avec ces 2 mots, on va à la sécurité sociale et on leur déclare du coup ça. On va avoir notre médecin traitant ou un autre médecin traitant LGBT friendly, peu importe. Moi, le mien était, d'accord, donc il y avait pas de souci. Le médecin traitant fait la demande d'ALD et du coup, normalement, il faut être un peu patient, attendre d'avoir le résultat. En soi, on peut déjà payer, se faire rembourser, mais moi j'ai attendu et quand on reçoit le papier d'acceptation, on va commencer à avoir par l'endocrinologue, nos ordonnances et avec ces ordonnances-là, on va à la pharmacie, on récupère une ampoule. Normalement, avec l'endocrinologue, ce qui se passe, c'est qu'au rendez-vous, on vous pèse, on vous mesure et on estime, combien de doses on a besoin par rapport à notre corpulence parce qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus.
et selon la dose qu'elle nous donne, à notre première injection, on va nous donner, par exemple, pour mon cas, c'est 0,4 de l'ampoule et on va nous injecter le produit. Ça fait mal, le produit brûle et fait mal et je crois que le premier mois, il y a pas trop de changements majeurs. Mis à part l'humeur, je pense pas qu'il y ait de changements majeurs et ça commence au bout du deuxième, troisième mois et ça diffère énormément selon les gens. Moi, j'ai mué au bout du deuxième mois, mais j'ai toujours pas de barbe à l'heure actuelle ou très peu et d'autres, ça va être l'inverse, ça varie énormément. En tout cas, moi, pour mon cas, au bout de 2 mois, j'avais déjà mué. Quels autres effets on peut attendre de ces traitements? Alors le premier auquel il faut s'attendre, c'est quand même, beaucoup de force d'un coup, beaucoup de testostérone d'un coup, qui font que le corps a du mal à l'assimiler. Il faut pas oublier que du coup, c'est énorme pour le corps quand ça arrive la première fois. Pour mon cas, en tout cas, ça a été, ouais, beaucoup d'énergie à dépenser. Je me souviens qu'au début, je contrôlais pas ma force. Il y a aussi l'arrêt des règles qui, peut être assez douloureux, enfin pour mon cas, était assez douloureux en tout cas, le mélange, testostérone et règles n'a pas été forcément, agréable. Après, je pense que le psychologique fait qu'on accepte ce qui se passe, mais je sais que j'ai eu pas mal de douleurs les 2 premiers mois. Après, on a les traits du visage qui se durcissent et cetera. Mais dans le corps, on ressent une forte énergie et généralement pas très contrôlable, au départ et il faut juste s'habituer, continuer à avoir le même rythme de vie et surtout être très bien suivi. Moi, tous les 3 mois, j'avais un rendez-vous avec une prise de sang pour voir si tout allait bien, si j'avais pas un trop haut taux de testostérone. Moi, ça a été ajusté, 3 fois par an quasiment parce que du coup, selon les corps, on peut faire 2 doses dans le mois ou une plus haute et c'est très important, je pense, d'être suivi et psychologiquement parce que en parallèle du traitement, on continue à aller voir le psychiatre. Généralement, du coup, tous les 3 mois, moi, je faisais et ça nous aide à voir aussi comment on évolue avec la testostérone, ce que ça change. Parce que ça change pas que le physique, je pense que ça change aussi la mentalité. On se sent mieux dans notre corps, on prend confiance en nous. Moi, je sais que du coup, j'ai eu, la poitrine qui a réduit, donc j'ai plus pris confiance en moi en maillot de bain. On a une pilosité qui est plus importante, la pomme d'Adam, comme tu peux le voir, qui, ressort plus et plein de petits détails qui, pour quelqu'un qui est transgenre, font beaucoup. On se sent mieux dans notre rapport avec le corps et les gens commencent à nous dire le bon pronom et généralement quand on en est là, c'est que ça fait déjà 3 4 mois et qu'on est sur le bon chemin. Tu nous parlais tout à l'heure de ton rapport à ton image dans le miroir. Et justement, quand ton corps a commencé à se modifier, comment est-ce que tu appréhendais ce nouveau reflet? Alors au début, moi, j'ai tout filmé. Pendant 1 an, j'ai filmé toute mon évolution physique et ma voix aussi. Du coup, j'étais un peu euphorique à l'idée de d'avoir toutes ces modifications. Je me souviens que les premiers mois, j'avais l'impression que ça allait pas assez vite pour moi, mais dès les premiers résultats, dès la première modification corporelle, pour moi, ça a été la voix. Ça m'a donné une confiance en moi que je n'avais jamais eue. Alors, à toute échelle gardée, hein, mais c'est vrai que j'ai commencé à un peu plus me sentir moi, mais il a fallu du temps avant que ce que je vois dans le miroir corresponde à ce que je ressens moi. À l'heure actuelle, ça va, je me vois, je me reconnais, mais il y a encore des fois où je m'aime pas comme je suis alors que ça fait 5 ans et c'est un rapport assez bizarre avec mon corps de savoir que des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Physiquement, des jours j'ai envie d'aller à la plage, des jours j'ai pas envie qu'on me voit. C'est, assez bizarre. Et aujourd'hui, quand tu revois des photos ou des vidéos de toi avant ta transition, ça te fait quoi quand tu vois ça? C'est un peu compliqué dans le sens où vu que j'étais pas bien pendant cette période, ça peut pas me faire plaisir parce que j'ai jamais l'air très heureux, mais ça ne me fait pas de peine. Chez mes grands-parents, il y a des photos de moi de quand j'étais jeune. Les photos d'enfance me dérangent moins que les photos d'adolescence. Les photos d'enfance ne me dérangent pas du tout même, parce que c'est ce que j'ai été et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc j'ai pas de problème avec ça, mais mon image de l'adolescence est un peu plus douloureuse, je pense à cause de l'histoire et je me reconnais pas forcément sur toutes les photos. Les photos de l'adolescence, je reconnais quelques traits, mais je me reconnais pas forcément. Ça m'étonne toujours quand les gens me reconnaissent, ceux qui me connaissent avant, parce que moi je me reconnais pas du tout et c'est pas une douleur,
mais ça fait pas forcément plaisir. Je sais que si je vois une photo de moi, je vais pas être particulièrement triste. Ça va plutôt me rappeler où j'en étais avant et où j'en suis maintenant. De là, à afficher des photos de moi avant ici, pas forcément. Tu viens de dire que tu fais une comparaison entre là où tu étais avant et là où tu en es maintenant. Et justement, dans ta transition, tu en es où aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis sous hormones et heu et j'essaye de continuer ça et de plus me concentrer sur mes études qui sont terminées maintenant, mais sur, la vie professionnelle. J'ai pris la décision, du coup, j'ai commencé le traitement, j'avais 18-19 ans et très vite, j'ai compris que le plus important, c'était d'avoir quelque chose de financier. Donc j'ai privilégié mes études et mon travail avant tout ce qui est opération et tout ce qui est vraiment, la transition, mis à part le traitement qui ne me prend pas énormément de temps, c'est une fois toutes les 2 semaines, donc ça va. Mais, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours et c'est important de prendre son temps. Même si on veut tout, tout de suite, c'est très important parce que il faut tout construire en même temps. C'est un mal-être, c'est douloureux et je comprends qu'on a envie d'avoir tout maintenant, mais il faut se construire en tant que citoyen pour pouvoir après avoir un toit, un travail et pouvoir payer les opérations et la vie, dans le corps qu'on a. Qu'est-ce que ça a impliqué pour toi et ton entourage de débuter cette transition quand tu avais 17-18 ans? Est-ce que ça a bouleversé un peu les relations que tu avais avec certaines connaissances, certains amis, certaines personnes de ta famille? Ça a tout bouleversé. Déjà, il faut savoir que du coup, mes 1 an de psychothérapie là, je n'en ai parlé à personne. J'ai tout fait tout seul, j'ai menti à mes parents pour pouvoir, faire tout seul ma transition et qu'il n'y ait personne qui interfère dans mon mal-être et dans ce que je voulais trouver comme solution. Et c'est seulement après les 1 an et après le papier officiel que je suis allé voir mes parents pour leur annoncer. Pas pour leur demander une approbation, juste pour leur annoncer ce qui se passait et ça a changé énormément de choses dans toutes mes relations. Mes parents ont eu un moment de non-compréhension, ce qui est tout à fait acceptable et ma mère a pleuré. Mon père n'a pas de suite compris, j'ai dû bien lui expliquer que ça venait pas d'hier et que voilà. Et ma mère a voulu de suite être avec moi et c'est ce qui a changé toute notre relation. C'est que elle a compris pourquoi j'étais comme ça quand j'étais jeune, pourquoi je les faisais souffrir, parce que je souffrais moi-même et du coup, quitte à me détruire, je détruisais tout autour de moi et notre relation était conflictuelle à cause de ça et le fait de lui apporter une solution à mon mal-être, c'est apporter une solution aussi à notre relation et ma mère est devenue très proche de moi depuis ce jour-là. Elle m'accompagne dans tous les rendez-vous. Mon père un petit peu moins, il est en recul, il est là pour moi, mais il est moins présent que ma mère. Mon petit frère, ça a été compliqué au début parce que du coup, il était beaucoup plus jeune que moi, il était au collège au moment où je lui ai annoncé ça et les débuts ont été, plus compliqués. Il a fallu qu'il fasse, le deuil d'une sœur pour accepter un frère et je lui ai laissé le temps qu'il faut parce que je pense que c'est important et du coup ça aujourd'hui on est très proches, mais on a mis un moment avant de se créer une relation qu'on n'avait pas en fait, tout simplement. Donc sur mes relations familiales, ça s'est très bien passé. Mes grands-parents, mes parents, mes oncles et tantes, tout le monde l'a plus ou moins bien pris. Tout le monde a fait l'effort de me genrer correctement et il n'y a pas eu de problème. Pour ce qui est de mes amis, ça a été bien différent. J'ai perdu les 3/4 de mon entourage, je pense. Des amis que je pensais, mais qui ne l'étaient pas finalement. Ce qui m'a valu une petite déprime à un certain temps et puis finalement, on se rend compte que c'était pas vraiment des amis et les vrais amis que je connaissais d'ailleurs depuis toujours sont restés, eux. Et ça a été mon meilleur soutien au final pendant le début de cette transition qui a été, émotionnellement riche. Mon rapport avec, les gens a changé parce que j'ai commencé à être agréable, parce que je ne l'étais pas quand j'étais mal et j'ai commencé à faire énormément de rencontres à partir du traitement. L'âge auquel tu as commencé ta transition, donc vers 18 ans, est un âge qui est souvent important, ou l'âge du choix de la carrière professionnelle ou des études universitaires. Euh, et à ce moment-là, comme tu es en pleine, finalement, en pleine remise en question de ton identité,
Il se passe quoi à ce moment-là, justement, à ce moment crucial de choix de vie? Il se passe beaucoup de choses. Déjà, juste avant ça, pendant le lycée, j'ai vu une conseillère d'orientation, du coup, pour savoir où est-ce que je voulais aller. Moi, j'ai toujours voulu faire des études, mais je savais pas ce que je voulais faire. Et la conseillère d'orientation m'a pris un rendez-vous. Et c'était une époque, du coup, où j'étais encore pas forcément serein sur ce que j'allais faire. J'avais 16 ans, je pense. Et la conseillère d'orientation me harcelait pour que je donne un projet professionnel. Ce auquel j'ai répondu, je ne sais pas ce que je suis. Je ne sais pas où je serai dans 2 ans, dans 5 ans. Comment vous voulez que je sache ce que je vais faire comme métier alors que j'ai pas envie de vivre? Donc encore moins envie de trouver un travail. Ça n'a pas changé grand-chose, il a quand même fallu que je donne un projet professionnel. Et ce jour-là, j'ai compris que les adultes n'étaient pas forcément d'une grande aide. Et du coup, ma décision a été de continuer les études parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai fait beaucoup de détours, j'ai fait beaucoup de facs différentes. Alors à la fac, j'ai pas eu de problème avec ma transition dans le sens où on est de toute façon qu'un numéro. Donc j'ai pas eu vraiment de soucis particuliers. Ça a plus été en BTS du coup. Mon année de BTS, je l'ai commencé, ça faisait 3 mois que je faisais mon traitement à la testostérone. Donc j'avais encore mon ancienne identité, mes anciennes cartes d'identité, juste mon visage qui était en train de changer, ma voix qui était en train de changer. Et c'est là que les problématiques majeures administratives ont commencé. C'est que je suis arrivé à la rentrée avec un prénom qui n'allait pas avec mon visage et mon corps. Et le corps enseignant n'est pas forcément très au courant, je pense, de comment réagir. Ce qui fait que j'en veux pas aux personnes qui ont fait ça, mais c'était pas forcément la meilleure manière, je pense. Donc j'ai été convoqué, puisqu'ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un problème. Je leur avais expliqué, mais dans la classe, forcément, bah, il y avait des gens qui me disaient il y avait des gens qui me disaient elle, il y avait des gens qui comprenaient pas. Et j'ai été convoqué par le directeur adjoint et pas mal de profs, infirmiers, etc., qui m'ont demandé de ne pas en parler, qui m'ont dit qu'il fallait que je préserve ma classe et l'équilibre de la classe, et qu'il valait mieux que je prenne sur moi, que je continue à me faire mégenrer, que je n'étale pas ma vie, en gros. Ce auquel j'ai répondu, en fait, j'ai juste dit, je suis d'accord pour l'équipe de la classe, mais si je fais une transition, c'est que c'est moi. Vous êtes au courant. D'ailleurs, avant que je vous donne ma carte d'identité, vous me disiez il. Et c'est juste en voyant mon nom sur la fiche d'appel que vous prononcez un autre pronom. Les élèves, pareil. Donc pourquoi en faire un tabou? J'ai pas eu gain de cause. Et c'était en plus ma dernière chance de faire des études vu que je venais de rater 2 ans de fac. Donc j'ai pris sur moi. J'ai rien dit. J'avais des amis qui le savaient, d'autres qui le savaient pas. C'était, je pense, une période assez compliquée parce que j'étais quand même en pleine transition, donc en pleine confiance en moi, et d'un coup, on nous ramène 2 ans en arrière. Donc ça a été assez compliqué pour moi. J'ai quand même pris sur moi pendant quelques mois, jusqu'au moment où c'est devenu ingérable dans le sens où les profs étaient au courant, certains élèves étaient au courant, d'autres non. Et un jour, un prof a dérapé, on va dire ça comme ça. Il était gentil, mais il n'était pas forcément professionnel. C'était plus celui avec qui on rigolait et qui a du coup dérapé en disant à des élèves de ma classe que j'allais, je cite, me faire poser des couilles. Ce qui a posé problème quand moi-même j'ai interdiction de parler de ma transition et qu'un prof dit ça à des élèves qui ne sont pas au courant. Ce qui fait que j'ai été submergé par l'incompréhension de ma classe et j'ai fait ce qu'il faut faire. J'ai appelé ma mère. J'avais pas de solution, je savais pas quoi faire. C'était ma dernière chance de faire des études, donc j'ai appelé ma mère en pleurant, en lui disant que ben voilà, il s'est passé ça, 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 je t'ai pas parlé de ça, ça, ça. Et là, à l'heure actuelle, je suis dans une situation où je n'ai plus le contrôle de mon image, ni même de qui je suis. Et j'ai pas envie de ça. Ma mère, du coup, a pris rendez-vous avec le directeur, qui lui n'était pas au courant de cette décision mise en place par le directeur adjoint, et qui m'a dit que c'était très grave de m'avoir imposé ça. Ce qui fait que, du coup, le lendemain, il est venu dans la classe. La veille, j'avais écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée puisque ma mère est venue régler le problème à la source, parce que j'avais écrit une lettre en me disant que je fais une transition pour un mal-être qui me ronge depuis des années et que m'obliger à ne pas en parler, c'est comme me demander de ne pas être moi, et c'était pas possible. Et j'expliquais dans ma lettre que je voulais continuer mes études, mais pas à ce prix-là. Ce qui fait que le lendemain, le proviseur est venu faire un discours dans la classe sur les gens qui sont différents, les gens qui, un truc qui englobait bien tout.
suivi de du coup, je vais demander à un élève de se lever et de raconter son histoire. Je fais un petit stand-up, d'1/2 heure où j'ai expliqué du coup, tout ce que je suis en train d'expliquer là en plus rapide et heu et voilà, je leur ai dit qu'en soi, je leur demandais pas grand-chose, juste de savoir et de comprendre. Ça s'est très bien passé au niveau de l'annonce, aucun élève, mis à part un élève qui du coup, c'était pas dans sa religion, donc c'était difficile pour lui d'accepter ça. Sinon, tous les autres élèves ont très bien réagi, beaucoup ont été émus plus qu'autre chose et à partir de là, ça s'est débloqué. Même s'il y a eu toujours deux trois profs qui voulaient pas trop faire d'efforts, ça s'est quand même débloqué la situation et ça a été la partie la plus compliquée et c'est toujours la partie la plus compliquée, c'est quand administrativement ça ne suit pas. Tant qu'on n'a pas fait, les papiers officiels, c'est toujours compliqué. Arriver avec le visage qu'on a maintenant et l'ancien prénom, ça reste compliqué et même après, si vous voulez faire, des études, il faudra donner votre diplôme à l'ancien prénom, il faut faire des démarches de changement. Sur votre acte de naissance, il y aura toujours noté ce que vous le sexe qui vous a été assigné à la naissance, donc dans tous les cas, ça sera toujours compliqué administrativement. Même s'il y a beaucoup de progrès. Maintenant, on peut demander un changement de prénom sans les opérations. On peut demander, un changement de sexe sans les opérations avec un bon suivi psychologique et on passe au tribunal et moi, j'ai fait ça du coup à ma deuxième année de BTS et après ça, je n'ai quasiment plus eu de problème, même si, récemment, j'ai dû passer un concours et on m'a demandé, ma JAPD que j'ai passé en 2013, donc au mauvais prénom. J'ai dû appeler, pas mal de numéros jusqu'à ce qu'on me donne le bon, envoyer mon acte de naissance modifié et me faire renvoyer le papier au bon prénom. Aujourd'hui, dans ta vie professionnelle, tu en es où? Aujourd'hui, je continue à passer mon concours, je le repasse, je le retente. Je travaille à côté. Ça se passe très bien au travail, honnêtement, depuis le nombre d'années que je le fais, si je ne parle pas de ma transidentité, personne ne le sait. Il y a aussi un point important, c'est que pour mon cas, en tout cas, je n'en parle pas quand je ne connais pas les personnes. Ce qui fait qu'avec, une carte d'identité, lambda, d'un homme, personne ne va me poser la question et donc je n'ai aucune problématique à ce niveau-là. Les seules problématiques qu'on peut trouver, c'est si jamais on nous demande des anciens diplômes et comme moi j'ai fait tous les changements administratifs, je n'ai pas de discrimination puisque les gens ne savent pas, en fait et c'est pas forcément quelque chose que je conseille parce que chacun son rapport avec la transidentité. Mais personnellement, je me souviens de mes rêves d'enfant de vouloir juste être un garçon normal et c'est ce que je souhaite à l'heure actuelle donc j'évite de forcément, j'ai pas un drapeau LGBT au-dessus de la tête même si j'ai pas honte. Mais en tout cas au travail, mes collègues le savent, mais mon patron pas forcément. Même si un jour il l'apprend, c'est pas grave, mais je fais mon travail correctement donc pas besoin d'étaler ma vie privée, je pense. De toute façon, c'est quand on est mieux physiquement qu'on est mieux dans son travail et dans son avenir. J'ai commencé à savoir ce que je voulais faire quand j'ai commencé à savoir qui j'étais et c'est important parce qu'à l'école, on nous demande ce qu'on veut faire. Moi, je voulais mourir et c'est pas forcément, je pense qu'on n'est pas assez écouté dans le système scolaire et au travail et je pense que c'est plus important de régler le psychologique avant de savoir ce qu'on veut faire parce que j'aurais pu faire n'importe quel métier. J'avais quand même envie de mourir. Donc il faut régler qui on est avant de faire ce qu'on veut faire. À l'heure actuelle, j'espère que j'aurai mon concours et même si j'ai pas mon concours, je ferai autre chose et je serai moi dans un métier qui me correspond et pas juste le métier. Et aujourd'hui, tu te sens comment? Aujourd'hui, je me sens bien. Ça dépend des jours, ça va pas toujours bien, c'est pas du tout linéaire, il y a des fois où j'ai l'impression que ça avance pas, il y a des fois où, je remets tout en question et c'est pour ça que je me rappelle de comment j'étais à l'époque et que je me dis qu'aujourd'hui, je suis moi. J'ai encore du chemin et j'aurai toujours du chemin. Une transition, c'est à vie. La testostérone, c'est à vie. Les piqûres, ça sera toujours là et quoi qu'il arrive, ça ne s'arrête jamais. Notre transition, elle est à vie, même si à l'heure actuelle, ça n'est plus aussi présent qu'avant, puisque personne me pose de questions et que je passe dans la masse. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux. Sentimentalement aussi, je suis heureux. J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend et qui m'accepte comme je suis. Parce que c'est pas forcément évident de trouver quelqu'un qui peut accepter, ce que ça engendre de sortir avec quelqu'un de transgenre.
Je pense qu'on a le droit de ne pas forcément vouloir sortir avec, une personne transgenre ou de savoir en tout cas, il faut savoir ce que ça implique et ça implique beaucoup de choses, ne serait-ce que pour les enfants du coup, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un combat beaucoup plus compliqué et c'est important que le partenaire le sache. Moi, j'ai jamais voulu me mettre avec quelqu'un pour lui apporter, des galères ou du négatif. Donc, j'ai été honnête dès le départ en expliquant ce que ça implique. Évidemment, on n'est pas différent, on n'est pas anormal, mais ça reste une vie, plus compliquée qu'une vie d'un homme cis et ça reste un combat qui devient du coup, le combat de la personne avec qui, on vit. Au niveau de ta vie amoureuse et sentimentale, là tu nous dis que tu as trouvé quelqu'un avec qui tu te sens bien et qui t'accompagne au quotidien en toute bienveillance. Est-ce que ça a toujours été le cas pendant ton adolescence ou au début de ta transition? Ça a pas toujours été le cas. Pour ce qui est de l'adolescence, ça a été compliqué parce que la personne avec qui je sortais à l'époque, donc je ne disais pas, que j'avais besoin d'une transition, juste j'étais mal dans ma peau et c'était très compliqué parce que je détestais mon corps, donc encore plus quelqu'un qui s'approche de mon corps. Donc ça a été, assez complexe mes relations adolescence. J'en ai eu qu'une donc au moins mais la seule relation que j'ai eue, j'avais 16 ans, la personne ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Elle voyait que quelque chose n'allait pas. Elle m'a recontacté des années après pour, s'excuser de ne pas avoir vu et me demander si elle y était pour quelque chose. Je lui ai répondu qu'elle y était pour rien et que c'est moi qui n'étais pas assez explicite sur ce qui n'allait pas. Mais ça causait quand même beaucoup de problèmes, pour une relation amoureuse d'être, autant en désaccord avec son corps et autant, mal par rapport à son corps. Après ma transition, j'ai eu une autre relation avec, quelqu'un de beaucoup moins bienveillant. J'ai pas eu de soutien en fait. Tout simplement, c'est comme si je faisais mon traitement de mon côté, j'avais mes relations de l'autre côté. J'avais toujours autant de mal avec mon corps, mais j'ai pris sur moi pour, ne pas impacter la vie de la personne en face. Ce qui fait que après cette relation-là, j'ai pensé que c'était impossible de me mettre en couple en faisant cette transition, parce que j'ai pensé pendant quelques années que j'étais plus un boulet qu'un copain et c'est pour ça que ma copine à l'heure actuelle, quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit: «On sortira jamais ensemble parce que je suis un boulet, je suis que des problèmes et je le sais parce qu'on me l'a dit, parce qu'on me l'a répété, parce que à la fin de mon ancienne relation, on m'a dit que personne ne sortirait avec moi parce qu'il y a que, les gens fous qui sortiraient avec quelqu'un, qui a autant de problèmes et autant de choses» et elle m'a dit: «Mais c'est faux, c'est pas vrai du tout et tu pas un boulet, t'es pas des problèmes. Tu un combat, il est là» et je précise que ma copine ne connaissait pas forcément la transidentité, donc c'est pas qu'elle était sensibilisée, c'est juste qu'elle a compris que j'étais quelqu'un de tout à fait normal, avec une vie un peu plus, mouvementée que la moyenne. Je pense que quand on est transgenre, ça peut bloquer sur les relations. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent mal réagir. J'ai une personne, avant ma copine, qui a très mal réagi, parce qu'on se connaissait depuis 2 semaines et je ne lui avais pas dit puisque je la connaissais que depuis 2 semaines et qu'il a appris par quelqu'un d'autre et qu'il a vraiment très mal pris, qu'il a pris comme, je sais pas, comme une insulte, je sais pas. Elle l'a très, très mal pris. Elle m'a insulté et m'a détesté et me déteste encore, je pense, à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'elle considérait que, du coup, je lui avais menti, parce que j'avais omis de lui préciser. Mais je l'ai fait exprès. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, je t'ai vu une fois. Si on se connaît plus et qu'on se parle, il y a pas de souci, mais je ne te connais pas et elle l'a très, très mal pris et m'a dit que, bah, elle ne connaissait pas de gens comme moi, que pour elle, c'était pas normal et que du coup, bah, pourquoi je lui ai pas dit, que c'est honteux et j'ai pas encore la réponse de quel est le bon moment pour en parler. Je crois que ça se ressent. Ma copine actuelle, je lui en ai parlé au bout de quelques mois. J'ai attendu de voir si c'était sérieux ou pas, si ça valait le coup ou pas de raconter ma vie et c'est toujours un petit stress de toute façon de savoir comment la personne va réagir parce que j'ai eu de la chance, j'ai eu une bonne réaction, mais ça peut arriver des mauvaises réactions et faut pas le prendre pour soi. Même quand c'est des insultes comme, la personne dont je parlais avant, c'est pas pour soi qu'il faut le prendre, faut se rappeler qu'il y a des gens plus ou moins ouverts d'esprit et que faut se rappeler de ses valeurs et se dire qu'un jour quelqu'un nous aimera juste pour ce qu'on est et ça finira par arriver, dans tous les cas. Est-ce que tu as l'impression que c'est facile de trouver de l'aide quand on est dans cette situation? Je pense que ça dépend des endroits où on vit. Pour ce qui est de moi qui vis dans le sud et qui vivait dans une toute petite campagne, c'est pas forcément, évident.
D'ailleurs, j'ai dû aller à 60 kilomètres de chez moi pour trouver une association LGBT et trouver du personnel médical, qui connaît la situation, c'est pas forcément évident. Pour mon cas, j'ai 2 infirmières sur 3 qui découvrent le produit quand je leur donne. Je ne connais que 2 endocrinologues sur Toulouse qui s'occupent de ça. Enfin, je veux dire, c'est dans le corps médical, c'est pas encore forcément, démocratisé. On n'en parle pas forcément, donc c'est pas évident d'avoir de l'aide, même si, je pense que les réseaux sociaux aident beaucoup parce que maintenant on peut, parler à n'importe qui et beaucoup de gens transgenres, en parlent ouvertement, font des comptes exprès dédiés. Ce qui fait que, comparé à l'époque où j'ai commencé mon traitement, je pense qu'à l'heure actuelle, on a un peu plus accès aux solutions et à parler à des gens comme nous et à pas se sentir seul, en fait. Après, pour moi, les réseaux, c'est à l'heure actuelle une des sources les plus fiables pour avoir de l'information, pour mieux connaître. Il y a beaucoup, beaucoup de comptes. Moi, j'en suis beaucoup vu que ça me concerne, où les gens transgenres parlent ouvertement de ce qui se passe dans leur vie et ce qui peut, du coup, vous arriver si vous commencez le traitement. Et moi, pour mon cas, j'ai quelqu'un qui m'avait contacté il y a quelques années, qui m'avait retrouvé sur Instagram, qui m'a dit: «Je t'ai vu une fois au lycée, et je sais ce que tu es en train de faire et moi je suis encore, j'ai pas commencé mais je sais que je suis comme ça. Est-ce que tu peux me dire comment tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça engendre? Mes parents m'ont renié, je n'ai personne et je sais pas où aller, on est dans une petite campagne donc j'ai pas de nom, j'ai rien du tout». Et je lui ai donné les noms des gens que je connaissais, je l'ai accompagné, je lui ai expliqué ce que ça engendrait et heu et ça, c'est uniquement parce qu'il m'a cherché sur Instagram, qu'il m'a trouvé, qu'il m'a dit, «Je sais pas quoi faire, aide-moi». Et maintenant, à l'heure actuelle, le nombre de comptes, qu'il y a, qui répond aux questions, je sais que sur je sais plus quel réseau social, j'en suis un qui s'appelle Edouard, qui parle très ouvertement de tout. Il parle actuellement de ce qu'il est en train de faire pour, le prélèvement d'ovocytes pour avoir des enfants. Et moi qui ne suis pas encore forcément au courant de tout, bah, je suis son compte et des fois je lui pose des questions et il y a une certaine entraide qui se crée que moi je n'ai pas connue à l'époque. Moi j'étais en recherche de ça et je n'ai pas connu et je trouve ça bien que sur les réseaux, les gens en parlent et qu'on puisse, trouver des exemples entre guillemets, en tout cas, quelqu'un qui va être comme nous et on va se dire, «Je suis pas seul». Je pense que les réseaux aident beaucoup pour ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui traversent les épreuves que tu as dû traverser? J'en ai quelques-uns, je dirais d'être sûr de ce qu'on fait. D'être sûr que émotionnellement, ça va aller, d'être bien entouré ou du moins un minimum entouré médicalement parlant, parce que ça engendre, énormément de choses de commencer une transition et même seul, même si on la commence seul la transition, c'est énormément pour une seule personne et c'est bien d'avoir un entourage bienveillant ou du moins de s'en créer un, autour des associations, par exemple, si la famille accepte pas forcément. Et je dirais d'accepter le passé et de prendre, ce qu'il y a à prendre, le positif et de jamais regarder en arrière, d'avancer, de profiter de chaque victoire, de chaque changement qui nous rend heureux. À l'heure actuelle, je me souviens pas de comment j'étais mal à l'époque, parce que j'y pense pas et parce que je m'en souviens pas. C'était il y a trop longtemps. Et aujourd'hui, je suis juste heureux, alors qu'à l'époque, je pensais que c'était insoutenable. Donc même quand on croit qu'il y a pas de solution, il y en a une. Faut juste pas lâcher l'affaire et être fort. Et qu'est-ce que tu dirais aux proches d'une personne transgenre qui ont un peu du mal à comprendre la situation pour les aider à finalement à accepter cette situation? Je pense qu'il y a 2 choses. Déjà, j'aimerais dire aux personnes transgenres que la réaction négative est quasiment inévitable au départ et c'est normal. Il faut accepter que si toi tu le ressens depuis 10 ans et que tu leur annonces du jour au lendemain, toi tu as mis 10 ans à l'accepter, donc ils vont mettre du temps à l'accepter et il faut s'attendre forcément à une rupture, pas forcément rupture, mais il faut s'attendre à une réaction. Nos parents ne peuvent pas juste dire: «Ah OK» et passer à autre chose parce que c'est pas possible. Si nous on a mis du temps, eux aussi, donc il y a tout ce travail-là à faire et je pense que si je devais, parler aux proches en question, je leur dirais d'essayer d'écouter, sans en enlevant tout jugement et toute valeur qu'on a nous de base. Juste écouter le récit, ce qui se passe vraiment et de se demander, si on préfère avoir un enfant malheureux ou heureux et même si c'est pas forcément
On peut pas tous être ouverts d'esprit, mais je pense que le plus important, c'est que la personne, notre proche, soit au moins bien dans sa vie et bien dans sa peau et un peu d'écoute et d'empathie. Je pense que quand on a un peu d'empathie, même si on ne comprend pas forcément, on peut pas continuer à dire que quelqu'un doit rester malheureux parce que c'est pas dans nos valeurs, parce que c'est pas possible. Même moi, mes parents n'étaient pas du tout ouverts à la transidentité, ils ne connaissaient même pas. Mon père est tombé de 10 étages quand il l'a appris. Ma mère, pareil. Puis ma mère a fait preuve de beaucoup d'empathie. Et elle s'est rappelée de comment j'étais mal et elle m'a dit, je sais pas où tu vas, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais si c'est pour aller mieux, c'est d'accord. Et c'est, je pense, la meilleure réaction d'un proche, c'est de dire, je comprends pas forcément tout ce qui se passe. C'est pas dans ce que j'ai vécu et dans mes expériences, mais si c'est pour le positif, je t'accompagne, ou du moins, ce que j'avais dit à mes parents, si vous voulez pas m'accompagner, juste ne pas m'empêcher et ne pas me renier, juste vivre à côté. Vous n'êtes pas obligé de participer à ma transition, juste de comprendre que c'est moi et j'y peux rien autant que vous, en fait. Parce que c'est une situation qu'on subit. On ne choisit pas de naître dans le mauvais corps et on ne choisit pas d'être mal dans son corps. Donc les parents non plus, mais personne ne choisit. À titre plus personnel, si tu devais te définir en un ou deux mots, ce serait quoi? Je dirais persévérant. S'il y avait un mot qui me définit, je dirais persévérant. Je continue jusqu'à ce que j'y arrive. C'est ce qui me définit, je pense, le mieux. Je réussis pas toujours ce que je veux, mais je donne tellement le maximum que même si je réussis pas, c'est quand même une réussite au final. Et ça fait une belle transition avec ma prochaine question qui est quels sont un peu tes projets personnels pour les mois et les années à venir? Ça serait de fonder une famille, d'arriver à une étape dans ma vie où je me sens entièrement moi et où je suis derrière parfois ces moments où je suis un peu en flottement, j'ai des doutes. J'aimerais bien arriver à une étape où je me sens vraiment moi. Fonder ma vie en fait en tant que Charlie Mathieu à l'heure actuelle. Parce qu'au final, être transgenre, ça veut dire qu'une partie de notre adolescence est un peu volée et on se rattrape après. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Donc là, j'ai passé ma partie à adolescence numéro 2 et là, j'essaye de rentrer dans la vie active en tant qu'un homme, tout simplement. Et professionnel, j'aimerais vraiment être conseiller pénitentiaire et aider les gens qui n'ont pas forcément les parcours les plus évidents à se réinsérer ou s'insérer dans la société parce que je sais que quand on a une étiquette, c'est pas forcément évident. C'est pas le même problème, mais ça reste. Je peux comprendre quelqu'un qui a du mal à s'insérer parce qu'il y a une étiquette derrière de prison, parce que moi j'ai eu la même chose quand j'ai eu mon étiquette de transgenre. Donc, essayer d'ouvrir un peu les esprits en disant que tout le monde ne peut pas être pareil et c'est pas pour autant qu'il faut avoir du jugement ou refuser quelqu'un parce qu'il est différent. On est tous différents et heureusement, je pense. Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui? Si vous pensez que c'est pas faisable, si vous pensez que vous êtes au bout du rouleau et que vous allez pas vous en sortir, continuez. Vous allez y arriver, c'est sûr. C'est obligé. Mais à l'époque où je pensais vraiment pas que j'allais m'en sortir, j'aimerais bien parler à Charlie de cette époque-là et de lui dire ça va aller. 5 ans plus tard, ça va. Mais au moment où ça nous arrive, on est submergé par le mal-être, la tristesse, et on croit qu'il n'y a pas de solution, mais il y en a toujours. Faut juste pas lâcher l'affaire et bien s'entourer. On arrive au terme de cet entretien, Charlie. Donc il me reste à te remercier d'avoir participé à cette émission et à t'encourager dans tous tes projets que tu as avec ta compagne pour cette nouvelle vie qui s'offre à toi en étant qui tu es. Bah, merci beaucoup. Vous venez d'écouter Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast@placedesciences.fr.
Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et à très bientôt.